Salut les gars, on est de retour sur la PPTV aujourd'hui pour parler Coupe du Monde bien sûr, pour parler des huitièmes de finale qui vont bientôt commencer et de ces phases de poule qui se sont donc terminées. Je suis toujours avec Yanis et Fabio, mes deux acolytes. Comment ça va messieurs? Ça va bien, ça va bien. Très bien, hein. Ça va bien, vous avez vécu une bonne première phase de Coupe du Monde? Ouais, nos pronos étaient à chier, mais sinon c'était bien. Les pronos ils ont pris un coup, hein. Je pense qu'ils ont pris un sacré coup. Ok, donc bon, plein de choses à parler dans cette vidéo, on va pas traîner. Les gars, en bon français que nous sommes, on va faire une première partie sur notre équipe de France. Alors, on va remettre un peu de contexte. L'équipe de France, groupe D, avec la Tunisie, le Danemark et l'Australie. Premier match, on va revenir sur le parcours de l'équipe de France. Premier match, Australie, on gagne 4-1. Assez satisfaisant. Je vais vous donner la parole, vous allez dire vos sensations un peu globales. On va pas s'arrêter sur chaque match, sinon ça va être un peu long. Deuxième match, Danemark, on gagne 2-1 et on perd contre la Tunisie dans un dernier match où il y a pas mal de choses à dire. Au final, on finit premier de notre groupe. On tombe contre la Pologne, le deuxième du groupe C. Je vais directement te tendre la parole à toi, Fabio. Est-ce que la France t'a donné satisfaction dans ce premier tour, ces trois premiers matchs de phase de poule? Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours de la France? Alors, la France, est-ce qui m'a donné satisfaction? Je vais dire oui et non. La bonne réponse de Normand pour commencer, on aime bien. Non, mais oui et non, parce que on prend l'exemple, par exemple, le match contre la Tunisie. Bon, on peut pas se permettre de le mettre dedans, étant donné que l'équipe a été complètement remaniée. La France n'a pas fait une grande prestation, mais c'est pas forcément étonnant, puisque la France était déjà qualifiée. Donc bon, on n'attendait pas grand-chose de ce match. C'est plus, je pense que l'analyse peut plus se faire sur l'Australie et sur le Danemark. Moi, j'ai trouvé qu'on avait... Enfin, je vais pas dire qu'on avait une équipe de France catastrophique, parce que c'est pas vrai, mais on n'a pas une équipe de France non plus qui soit peut-être aussi solide et aussi impressionnante qu'on avait pu l'avoir en 2018. C'est-à-dire que le milieu de terrain Rabiot, Tchouaméni, c'est bon, mais j'ai l'impression quand même que ça montre pas encore une satisfaction à tel point de te dire ah eux on est sûr que c'est vraiment la doublette de Didier Deschamps. C'est-à-dire que peut-être que si on met Fofana ou d'autres mecs à la place, tu te dis peut-être sensiblement enfin je parle pas sur le papier, je parle sportivement parlant, ça peut être pareil, tu vois. Devant, Kylian, plus besoin de le décrire, 3 buts en 3 matchs, donc ça j'ai envie de dire ça peut être une satisfaction. Griezmann, parce qu'il faut qu'on en parle de Griezmann. Je trouve que Griezmann, quand même, c'est peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur outre Mbappé de cette phase de poule de l'équipe de France. Honnêtement, il m'a plu. Je le pensais pas à ce niveau-là. Presque enfin, même si cette année il est pas dégueulasse à l'Atlético, mais je le voyais pas à ce niveau-là. Mais ouais, en tout cas, c'est pas une impression incroyable, mais c'est pas une impression mitigée non plus. Le taf est fait pour toi. Le taf est fait, les 6 Ok. points sont pris, premier, pour moi le taf est fait. Mais là, tu as dit un truc intéressant et je vais donner la parole à Yanis. Tu dis en gros que le match de la Tunisie, tu le dis pas comme ça, mais tu dis un peu, on s'en fout un peu. Moi, je sais pas si je suis d'accord avec toi, j'ai même la sensation inverse. Je me demande si le match contre la Tunisie, c'est pas celui où il y a encore le plus d'analyse à faire, dans le sens où pour moi, la Tunisie, tu vas me dire ce que tu en penses, Yanis, elle a exposé les limites de la liste de Deschamps, un peu, je trouve. Foot Kamavinga à gauche, Disasi à droite qui a fait que 2 matchs. Est-ce que ça n'a pas exposé un peu des problèmes, ce match, Yanis? En fait, finalement, dans l'enjeu qu'il y avait dans ce match, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on était quasiment sûr d'être premier. C'est scénario catastrophe, on finit deuxième, quoi. Mais en fait, finalement, quand tu dis elle a exposé des limites, oui, elle a exposé des limites sur quoi? Sur notre profondeur de banc à certains postes. Ouais, c'est ça. Dont les latéraux. Mais ça, on le savait déjà au moment de la liste, on va dire. Il y a eu Lucas Hernandez qui s'est pété et ça a un peu changé la donne. Après, honnêtement, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je pense pas, parce qu'en fait, il fait 7 changements. Et du coup, faut se dire que si ces remplaçants-là, ils n'ont pas l'habitude, en fait, ils n'ont pas d'automatisme. Alors que si, par exemple, tu vas changer un Rabiot pour mettre un Kamavinga, ou tu vas changer, un Upamecano pour mettre un Konaté, tout ça, si tu veux, ça va pas changer les collectifs pour moi. C'est le fait d'avoir fait 7 changements ensemble qui font que le match était pourri, quoi. Mais là où les enseignements pour moi sont importants, c'est qu'au moment où il fait rentrer ses titulaires, tu vois direct la différence. Il fait rentrer progressivement Rabiot, Mbappé, Griezmann.
Dembélé, tu vois la différence directement. Bien Et sûr. après, il y a eu le but de l'égalisation à la toute fin qui a été supprimé. Donc, pour moi, la Tunisie, le seul enseignement que je peux en tirer, c'est qu'il manque peut-être un peu de profondeur, mais en tout cas, nos titulaires, ils sont vraiment à un niveau très élevé. Et je rejoins ce que disait Fabio sur Griezmann. Pour moi, Griezmann, ça se débat. Hein. Sur les 3 premiers matchs, Griezmann est pour moi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Actuellement, Ok. là, il a un niveau pour moi qui est super élevé. Intéressant. Après, il faut voir les matchs pour le truc. J'ai vu à peu près jouer toutes les équipes. Il n'y a pas un joueur qui m'a sauté aux yeux comme lui. Dans son espèce de nouveau rôle, un peu de relayeur offensif et tout, j'aime trop. Et puis voilà, par contre, je trouve que collectivement, contrairement à ce que Fabio a dit, je trouve que j'ai eu pas mal de satisfaction. Je m'attendais à bien pire en fait. Et j'ai été étonné de voir que ça arrivait quand même à jouer pas mal ensemble et tout. Après oui, c'est pas le niveau de 2018 parce que 2018, c'est des joueurs qui étaient quasiment à leur prime pour certains et qui jouaient ensemble depuis des années en équipe de France, tu vois. Mais voilà mon avis sur notre petite équipe de France. Ok, ok. Donc, bon, 4-1 Australie, 2-1 Danemark, 1-0 Tunisie. Est-ce que ces 3 matchs, ils vous ont surestimé ou à l'inverse, décroître en fait le pronostic final que vous aviez de l'équipe de France? Est-ce que avant la Coupe du Monde, vous avez telle position pour l'équipe de France? Est-ce qu'au vu de ces 3 matchs, vous dites, ah, peut-être les mettre plus haut, peut-être les mettre plus bas? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre pronostic, Fabio? Bah, honnêtement, déjà, bon, à moins que je me trompe, mais moi, personnellement, on les avait à aucun moment déjà pronostiqués pour aller au bout. Ouais, Réellement. oui, oui, clairement. C'est-à-dire qu'on les voyait peut-être faire un carré final, mais on les voyait pas forcément aller au bout. Donc finalement, encore une fois, pas surprenant. C'est-à-dire que une phase de poule qui est suffisamment satisfaisante pour se dire on peut taper un quart ou un demi, je vais pas dire facilement, parce que après, il n'y a plus rien de facile à partir d'un certain niveau, mais on peut taper un quart ou un demi. Mais malheureusement, sur ce qui a été montré, aller au bout, ce serait, je ne vais pas dire que ce serait impossible, parce que dans le foot, vous savez très bien, on en voit tout le temps des nouvelles, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait très surprenant. Mais après, le foot est là pour nous surprendre aussi. Ouais, hein, donc ça a pas changé pour toi. Non, pour moi, ça a pas changé. Mais toi, Yanis? Ça a un peu changé quand même. Je m'attendais à... Dans ma tête, je sais pas, je me disais Carmax, je les voyais pas aller au-delà. Je savais même pas si on allait finir premier du groupe. Enfin, vraiment, j'étais pessimiste. Et en fait, de ce que je vois, moi, finalement, Fabio et moi, on n'a vraiment pas la même... On n'a pas regardé les matchs de la même façon. Peut-être lui avec l'œil du pessimisme, moi avec l'œil de l'optimisme. Mais moi, honnêtement, je trouve ça pas mal. Et en fonction aussi des matchs que j'ai vus des autres équipes, hein, parce qu'il faut le dire, après, on a un a priori, on regarde tout le monde jouer, et puis on se dit un peu, voilà. Quand je vois les autres équipes jouer, je me dis, ouais, que l'équipe de France, elle a quand même une carte à jouer. Aller jusqu'au bout, après, honnêtement, on peut pas deviner qui ira jusqu'au bout. Taper un carré, ça m'étonnerait pas. Mais moi, justement, c'est exactement, je te rejoins complètement, Yanis. Pour moi, en soi, si tu as une vision un peu pragmatique, tu te dis, ouais, t'as fait, Australie, c'est peut-être des pires équipes du championnat, donc là, mettre un tarif, c'est bien. Danemark, t'as un match disputé qu'on gagne, Tunisie, on change et tout. Mais moi, j'avoue, c'est surtout sur la vision des autres équipes. Pour moi, il y a personne qui me fait peur et que j'ai pas envie de rencontrer. Au début, je me disais l'Espagne, parce que je vois 7-0. On va revenir en détail, ne vous inquiétez pas, sur les équipes, etc. L'Espagne, 7-0, machin. Quand je vois le reste de leur compétition, ils sont un peu en pente descendante pour moi. Pareil, le Brésil, ça s'impose dans la durée, ils ont perdu. De toute façon, aucune équipe n'a gagné ces 3 matchs. Déjà, c'est un premier chiffre qu'on peut retenir, je trouve, il est quand même révélateur. Donc ouais, moi, c'est surtout sur la performance globale des autres équipes qui me font que la France, maintenant, pour moi, j'envisage, tu vois, déjà une finale, peut-être. Alors qu'avant, jamais je disais que la France allait aller en finale. Non, mais c'est intéressant, comme quoi on va voir pour la suite. Les gars, pour finir avec l'équipe de France, donc comme je vous l'ai dit, équipe de France, première de son groupe, rencontre le deuxième du groupe C, qui est la Pologne. Au moment où on enregistre, le match, il est dimanche 4 décembre à 16h. Les gars, vous allez me dire évidemment votre pronostic, mais j'ai envie qu'on aille un peu plus loin dans le pronostic. En fait, quel match globalement vous voyez à l'équipe de France? Déjà, quel joueur vous voyez sur le terrain? Est-ce que vous pensez qu'on va revoir Pavard? Est-ce que vous pensez qu'on va revoir des joueurs comme ça? Quel match globalement tu vois avec un pronostic à la fin? On va commencer par toi, Yanis, du coup. Moi, quel match je vois? J'ai pas envie de manquer de respect à la Pologne, hein, mais la Pologne, je pense que je m'en parle en disant que c'est pas une grande équipe. Hein. Les phrases qui commencent comme ça en général, c'est. Voilà, c'est pas une grande équipe. Je pense qu'on va avoir quand même de l'attaque-défense. Sur la physionomie du match, je pense que ça va être un truc comme ça avec un bloc très bas.
En tout cas, moi, pour le 11 titulaire, c'est évident que ce sera le 11 contre le Danemark. Pavard, il y a un peu de trucs extra-sportifs de ce que j'ai compris. Ouais, ça a l'air compliqué. Petit Ouais. problème avec le coach et tout. En plus, Deschamps a dit niveau- qu'il n'était pas en condition ou un truc comme ça. Voilà, donc Après, jusque-là. Pavard, pour faire un petit point, il a un peu des problèmes avec tout le monde en ce moment. Hein. Parce qu'au Bayern, il fait le banc, il veut pas prolonger. En équipe de France, il y a des problèmes avec Deschamps. Donc bon, c'est... Ouais. Non, Je sais c'est pas, pas, il est pas dans les Et, meilleures conditions. Ouais. et du coup, voilà. Sinon, moi, bon, bah, après, voilà, si on perd, tout le monde va me tomber dessus. Hein. Évidemment, de toute façon, c'est comme ça qu'on paye les pronos. Mais la France, je la vois gagner. Le match va être comme disputé, je pense, parce que ça reste un huitième de finale et que pour une équipe comme la Pologne, bah, ils jouent quand même quelque chose d'historique, on va dire, enfin d'important. Mais je vois quand même les pronos, je vais te dire, allez, un 2-1 et je suis pessimiste. Ok. Je me dis qu'on prend un but quand même. Ouais, bah avec Robert devant, c'est sûr. Ouais, Fabio, la France, elle s'impose. Elle s'impose, mais moi, je vois un match fermé. Parce que les Polonais, déjà, c'est des équipes qui encaissent pas beaucoup de buts. Qui jouent, même s'ils jouent en bloc bas, c'est des équipes vraiment qui sont même solides, tu vois, qui sont assez rugueuses défensivement. Après, bien sûr, hein, c'est pas non plus la défense, l'équivalent d'une défense Varane-Umtiti en 2018 non plus, mais c'est quand même des gars qui sont très physiques, très solides. Et honnêtement, je vois la Française s'imposer, mais dans un match qui peut être vite compliqué. Parce que autant défensivement, à moins que Robert il nous lâche encore un élan de génie, mais je pense que la France défensivement va s'en sortir. Mais offensivement, ils peuvent se heurter à un mur. Et si les Polonais sont bien en place, ça peut être un peu le match piège où ils t'emmènent aux prolongations, que même si tu te qualifies, ils te laissent un peu, ils te laissent faire perdre des plumes entre guillemets. Et une prolongation, c'est très bien qu'en Coupe du Monde, bah c'est ça qui joue à la fin. Hein. Les Croates, quand ils arrivent, ils sont quasiment à genoux contre les Français en finale. C'est parce qu'ils se tapent 3 prolongations avant. Hein. Donc c'est pour ça, je me dis, ils vont se qualifier, mais ça peut être le match piège dans le sens où tu peux laisser des plumes un peu bêtement. Et d'ailleurs, attention, faut pas qu'on aille au penalty, hein, parce que là, Chesney, là, il est Ouais, bouillant, parce que Il penalty, est je sais pas ce qu'il très fait. très bon chez Schny. Il y a pas mal de enfin pas mal. Il y a eu des pénaltys ratés. Hein. On a vu Messi en raté, on a vu qui Neymar en raté. Ouais, il y a eu des pénaltys ratés dans cette compétition. Donc faut faire gaffe. Globalement, ouais, je vais finir parce que là on est resté un peu longtemps sur l'équipe de France. Oui, je suis d'accord. Je pense que la France va s'imposer aussi. Je pense que la France, elle est aussi un peu à la recherche de son clean sheet. Donc je vois bien un petit 2-0, un truc comme ça. Ça serait important un peu, tu vois, dans les esprits de faire un match sans encaisser de but. Moi, je vois pas trop un match fermé parce que je me dis qu'un attaquant comme Lewandowski, ça va pas son délire, tu vois, de descendre 90 minutes et tout. Donc, je vois un match plutôt animé. Hein. La France aime pratiquer, j'ai l'impression, ce genre de match animé. On rappelle brièvement le parcours de la Pologne dans ce groupe C. 0-0 leur premier match contre le Mexique, victoire contre l'Arabie Saoudite 2-0 et défaite 2-0 face à l'Argentine de Lionel Messi. Ok les gars, super. On a fini sur l'équipe de France. Maintenant, on va rentrer de manière du coup globale très clairement dans cette nouvelle compétition qui commence, une nouvelle compétition, les huitièmes de finale. Je vais vous dire rapidement les qualifiés, les oppositions. Et après, les gars, j'aimerais qu'on parle de nos déceptions. Parce que du coup, là, je vais dire les qualifiés. Et du coup, il y a certaines équipes que vous n'allez pas entendre. Et ça va faire bizarre. Allez, globalement, Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie, Japon, Croatie, Brésil, Corée du Sud, Angleterre, Sénégal, France, Pologne, on l'a dit, Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. Donc, transition pour parler de nos déceptions. Fabio, il y a une équipe que je n'ai pas citée. Cette équipe, c'est l'Allemagne. Et à qui le dis-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, non, on va dire ce qui s'est passé évidemment avec l'Allemagne. Bon, vous le savez globalement, ils perdent leur premier match 2-1 contre le Japon, pardon. Ouais. Ils font un partout contre l'Espagne, mais après ils battent le Costa Rica 4-2, mais c'était pas assez. Fabio, désastre en Allemagne, non? Alors, désastre, bien entendu. Hein, vous connaissez mon appréciation pour le football allemand, mais honnêtement, ça a été un désastre. Ce que je veux dire, c'est qu'une équipe allemande qui, 2 Coupes du Monde d'affilée, se fait éliminer 2 fois en phase de poule, C'est ça. qui, entre ces 2 Coupes du Monde-là, en plus, fait un Euro très, très mauvais, hein, très bof, honnêtement. Quand vous voyez le 11 titulaire, vous vous dites « Oh là là, c'est une belle équipe ». Quand vous voyez ce qu'il y a sur le banc, vous vous dites un pays comme l'Allemagne de presque 80 millions d'habitants ne peut pas aligner un banc de touche aussi faible. Et pourtant, contrairement à l'équipe de France, il n'y a pas d'absent majeur quasiment.
Il y a peut-être Werner, mais Werner, on ne peut pas dire non plus que c'est Lewandowski. Il y a aussi Marco Reus, mais Marco Reus, c'est pareil, il se pète toutes les 6 semaines, donc on ne peut pas être sûr que ce soit un joueur fiable même quand il est à 100%. Donc honnêtement, c'est même pas que dans cette équipe allemande, il y avait d'absents de marque, c'est vraiment qu'ils avaient vraiment que ça à proposer. Mais j'entends ce que tu dis, mais tu vois, moi je pense pas être d'accord parce que c'est vrai, il n'y avait pas d'absent, il y avait l'équipe type et tout, mais en soi, tu parles de Werner. Mais excuse-moi, mais cette équipe d'Allemagne, elle n'avait pas de vrai numéro 9. Tu te dis qu'un numéro 9, ça aurait pu grave faire du bien. Le premier match contre le Japon, t'as Havertz. Après, je crois qu'il est plus titulaire sur les autres. Non, mais il met 2 buts contre le Costa Rica. Bah oui, parce qu'il rentre en cours de jeu. Mais déjà, pour moi, de base, c'est un peu con ce que je dis, mais une équipe où t'as pas de numéro 9 et t'as une charnière centrale bancale, parce que je suis désolé, Rudiger Soule ou Rudiger Slobo. Schlotterbeck, quoi. Voilà, excusez-moi. Bref, il n'y a que Rudiger, quoi, honnêtement. Voilà, c'est ça Rudiger. qui est Ok, l'Allemagne, c'est des grands noms, mais quand t'as pas cet axe-là, pour moi, ça a l'air compliqué. Donc peut-être il y a de base un problème sur la construction de l'Allemagne. Enfin, bref, je t'ai coupé. Est-ce que tu avais fini sur l'Allemagne? Non, mais c'est d'abord un point très intéressant parce qu'Hansi Flick, il dit quoi en conférence de presse après l'élimination? Il dit l'Allemagne, depuis plusieurs années, n'a plus une ligne défensive comme elle l'a eu dans les temps qui ont fait sa gloire. Et il met un point réel parce que vous regardez les latéraux. Excusez-moi, mais les latéraux, c'était Kehrer à droite et Rome à gauche. Enfin, c'est vrai, Kehrer, Rome à gauche. je pense que vous le connaissez très bien, hein, j'ai plus besoin de le décrire. Et Rome, il a fait une bonne saison du côté d'Offenheim l'année dernière, mais cette année à Leipzig, de ce que j'entends, c'est pas non plus la folie. Et tu te dis que l'Allemagne, ils ont pas mieux aligné que ça en tant que latéral. C'est ça, je suis d'accord. Et après, même pareil, les défenseurs centraux, Schule, pour moi, tu vois, c'est un bon défenseur, mais c'est pas un crack. Schlotterbeck, et apparemment, du côté de Dortmund, il commence doucement à s'imposer, mais encore une fois, c'est un mec qui a pas d'expérience, une grande expérience, au haut niveau, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde. Donc honnêtement, tu te dis, ouais, là, il y a une fragilité défensive, malgré le fait qu'offensivement, tu as des noms. T'as Gnabry, Sané, Musiala, Havertz, Werner, Müller. Enfin, ce que je veux dire, c'est quand même, devant, ils n'ont pas à se plaindre, les Allemands. Hein. Mais je pense que défensivement, ouais, honnêtement, c'est plus à la hauteur d'une grande équipe d'Allemagne qui avait pu remporter la Coupe du Monde en 2014, par exemple. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que tu avais des noms, comme tu le dis, mais pour moi, tu avais surtout un manque d'équilibre, en fait. Certes, tu as les noms, mais tu n'as pas l'équilibre pour moi d'aller loin et tout. Yanis, ton avis sur cette équipe allemande, sur cette élimination de l'équipe allemande? Moi, je suis étonné, en fait. Parce que nouveau sélectionneur par rapport à l'Euro, je pensais qu'il allait apporter un peu de sang neuf. On a une équipe, comme tu dis, qui, en fait, a des postes où les mecs laissent tomber, ils ont des super joueurs, et puis à d'autres où c'est un peu le vide intersidéral. Mais honnêtement, je m'attendais quand même pas à ce qu'ils se fassent éliminer. La poule était compliquée, on le savait. Hein, mais, Espagne, Japon, Costa Rica, ouais. La défaite contre le Japon, ok, c'est chaud. Après, contre le match contre l'Espagne, ils sont à ça de passer devant quand même. Il y a 2-3 actions avec Sané qui loupe un truc, Musiala pareil. Ils peuvent se mordre des doigts, hein. Franchement. Ouais. Non, c'est clair. Cette équipe allemande, elle avait quand même une saveur de Bayern, non? Parce que quand vous regardez sur le 11 titulaire qui a aligné au dernier match, il y a 7 joueurs du Bayern, juste sur le 11 titulaire. Ça fait plaisir pour les supporters du PSG avec ton petit drapeau derrière. Non, mais c'est pour ça, c'est pour vous dire aussi que finalement, c'est une équipe allemande qui est presque portée par une ossature du Bayern. Donc tu peux te dire, sur le plan sportif, collectif, ça peut être un super point. Mais ça veut dire aussi que dans les autres clubs, c'est un peu néant pour sortir des cracks, pour sortir des joueurs suffisamment potables pour avoir une sélection solide. C'est ça aussi le message que ça envoie. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis, dernier truc pour finir avec l'Allemagne, je viens de me rendre compte là à l'instant, sur les 3 matchs qu'ils font, ils font 3. Ils mettent 3 11 différents sur 3 dispositifs différents. Tu vois, il y a un manque d'équilibre, ils se cherchent. Premier match 4-2-3-1 avec Havertz, après Schlotterbeck, après Schlotterbeck on ne voit plus, c'est Süle, après t'as Goretzka qui rentre, après Goretzka je crois qu'il n'était pas apte si je me rappelle bien au premier match et tout. Il y a un manque d'équilibre et tout, et ça c'est compliqué dans une compétition de cette envergure. Je vois qu'on met du temps, mais après c'est cool, on parle de plein de choses, on va essayer d'accélérer un peu le rythme. Les gars, il y a une autre équipe qui déçoit. Enfin, il y a une équipe qui déçoit, je pense, on va pas en parler, on va juste dire son nom, c'est le Danemark. Mais par contre, il y en a une où j'aimerais qu'on en parle. Et là, j'ai limite envie de dire encore plus une grosse crise qu'avec l'Allemagne, c'est avec nos amis les Belges. Enfin, nos amis. Oui, nos amis quand même, c'est nos amis. C'est nos amis, bien sûr.
Bah, ouais, les gars, la Belgique éliminée. Ouais. Je sais même pas par quoi commencer. Tu sais quoi, Yannick, je te passe la main parce que dis-nous le bordel un peu, entre guillemets. Alors, le bordel, donc on a la Belgique qui fait une victoire contre le Canada un peu miraculeuse, moi je trouve en tout cas, Je suis d'accord. qui fait une défaite contre le Maroc, il me semble, et Ouais. qui enchaîne derrière avec une égalité contre la Croatie. Donc éliminé, bah, franchement cette équipe dorée, bon bah voilà, elle a rien gagné. Parce que c'est à la fin de cette équipe dorée, cette Mhm. génération dorée, pardon. On a eu bon, un Lukaku qui était pas là, mais sur le premier match, parce qu'il était un peu blessé, nanana, au final, bah, il rate l'action de la qualification, on peut dire. Donc pas au niveau. Courtois, qui est le meilleur gardien du monde, qui a quand même fait des super arrêts et tout, hein, Oui, oui. qui, sur une ou deux actions, tu te demandes il est passé où. Kevin De Bruyne, qui était méconnaissable. Mais alors, Kevin De Bruyne, j'étais choqué. Sur ces matchs, c'était une catastrophe. Je crois qu'il a été trop habitué de jouer avec Haaland, d'envoyer des patates et qu'Haaland il la reprenne dans tous les sens et qu'il marque. Mais cette équipe, ouais, collectivement, c'était mauvais. Moi, je m'y attendais un peu dans le sens où leur charnière centrale a été vieillissante, a été mauvaise. Euh, le coach, il veut pas changer de système, alors que ses défenseurs centraux, ils sont pas bons. Il joue avec trois défenseurs centraux, tu comprends pas le principe. Il a même pas de vrai piston. Enfin, c'était vraiment, c'est étonnant, mais d'un autre côté, ça pouvait être prévisible. Et après, moi, ce qui n'était pas, par contre, c'est tous les trucs extrasportifs qu'il y a eu, quoi. Je veux dire, l'élimination, elle n'est pas que sportive, elle est extrasportive. Si les mecs dans le vestiaire derrière, ils se disent les choses tranquilles, qu'ils essaient de renouer un peu les liens, je pense que ça se finit pas comme ça. Mais ils préfèrent se tirer la bourre en interview, en conférence de presse et tout. Donc, ouais, voilà. Non, non, Hyper étonnant. je suis d'accord. Et Fabio, je vais te lancer tout de suite. J'en reviens à ce qu'on a dit à l'Allemagne. Pour moi, il y a un peu moins, mais pareil, ce manque d'équilibre, un peu numéro 9, Batshuayi, machin, et puis charnière centrale, comme tu l'as dit. Cet équilibre charnière centrale numéro 9, pour moi, il est important. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, et c'est pour ça que je dis que c'est une plus grosse crise qu'avec l'Allemagne, c'est qu'on a eu une implosion du vestiaire complet, Fabio. C'est incroyable. Bah, moi, honnêtement, je te dis très honnêtement, hein, c'est honteux ce qui s'est passé. Bah oui, je Parce suis que d'accord. quand je vois qu'un mec. En plus, le pire, c'est que la polémique vient d'un mec comme De Bruyne, parce que c'est lui qui jette de l'huile sur le feu, alors qu'il est méconnaissable pendant 3 matchs. Donc je me dis, excuse-moi, mais avec tout le respect que j'ai pour ce joueur, il aurait fait mieux de se taire. Quand t'es pas au niveau, à aucun moment tu peux te permettre de critiquer tes coéquipiers. Parce que Vertonghen et Alderweireld, ils ont 34 et 35 ans. Ça peut se comprendre qu'ils soient un peu lents, qu'ils soient peut-être en fin de carrière. Mais toi, De Bruyne, t'es à ton prime avec City depuis plusieurs années. Tu fais une Coupe du Monde méconnaissable et ta seule excuse sur laquelle la Belgique a fait une mauvaise Coupe du Monde, c'est nos défenseurs, ils sont pas au niveau, ils sont trop lents. À un moment donné, il faut être gentil, il faut arrêter. Déjà, à partir du moment, et là je vais en parler de l'attaque, que tu sélectionnes encore Eden Hazard et que ton meilleur attaquant derrière Lukaku, c'est Batshuayi, à un moment donné, pose-toi Après, les bonnes questions. après Eden Hazard qui, dans l'équipe belge, est le joueur qui a fait une bonne Coupe du Monde, hein. Oui, Eden Hazard, il a bien Ouais. joué. je vais relativiser et peut-être que Mathis a eu l'occasion de le voir jouer en première ligue. Je Mm. pense que vous connaissez Leandro Trossard. Oui, bah oui, bien sûr. Leandro Trossard qui joue au poste de Monsieur Eden Hazard. Leandro Trossard, ça fait plusieurs saisons que moi j'entends. Je ne le vois pas jouer, mais j'en entends beaucoup de bien. Cette année, apparemment, il est dans une bonne forme avec Brighton. Ah oui, il est en forme. Et Ouais. tu m'appelles un mec comme Hazard qui s'amuse à grappiller des petites minutes comme un petit jeune au Real, des petits bouts de match par-ci par-là, alors que Trossard, il est hyper en forme. Et c'est qu'au dernier match que Monsieur Roberto Martinez se dit ah, si on faisait jouer Trossard. C'est Non, ça, mais puis à un moment donné, il le met faut titulaire en arrêter, plus. faut arrêter. C'est pour ça que je te dis, il y a un mal-être aussi bien dans l'équipe, mais aussi bien dans les choix, comme tu as dit Mathis, dans les choix du coach. Mais Enfin, dans les choix du chez- coach, il y a un malaise complet. Je suis complètement d'accord avec toi. Eden Hazard, je pense qu'il a été surtout pris pour le symbole un peu, même pas pour la performance de joueur en tant que tel, tu vois, parce que c'est Hazard, c'est la Belgique, tu connais, machin. Et puis moi, je suis d'accord qu'il y a un immense responsable face à ça. C'est toujours le premier fusible quand on parle de sport et tout. C'est le sélectionneur, Roberto Martinez, qui a d'ailleurs été, non pas limogé, il a démissionné, si je dis pas de bêtises. Démissionné, ouais. Il a démissionné, il a été démis de ses fonctions et il a bien fait, bonne décision. Non, ouais, franchement, ouais, il est franchement grandement responsable de ce qui s'est passé. Et ouais, comme tu as dit, Yanis, c'est une génération un peu qui s'arrête et on va voir ce qui se passe pour la suite, hein. Après, voilà, penser un peu pour Lukaku qui était peut-être pas en forme pour être titulaire à chaque fois il rentre et tout. Contre la Croatie, il a au moins deux gros ratés.
que s'ils les mettaient, bah, c'était la qualif en vrai. Hein. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'était la qualif, Ouais, parce qu'ils ouais, font c'était un la nul, qualif, c'était la ça aurait qualif. fait 2 victoires, et 2 victoires, t'es qualifié. Une page qui se tourne pour cette équipe belge. Les gars, on va aller sur nos surprises, mais plutôt que de se poser sur des équipes, je vais juste vous tendre la parole et je vais vous demander chacun à votre tour de me parler d'une équipe qui vous a surprise sur cette première phase, par l'aspect que vous voulez, vous m'en parlez comme vous voulez. Je veux juste savoir que cette équipe vous a fait kiffer, je veux savoir pourquoi. Et je vais commencer avec toi, Yanis. Moi, alors, petite mention quand même pour l'Australie, je vais pas en parler souvent, mais l'Australie que je considère comme l'une des 3 ou 4 pires équipes du mondial à la base, bah, je la considère toujours comme telle, hein. Mais disons qu'elle fait partie des 16 meilleurs maintenant. C'est ça, Donc voilà, exactement. qualifié. Non, moi, c'est le Maroc. Euh, Impressionnant le Maroc, avec une charnière centrale qui prend pas but, qui est hyper solide. On a des latéraux, peut-être peut-être la meilleure paire de latéraux, comme je l'avais dit la dernière vidéo, avec celle du Portugal. Grosse équipe qui ont fait une très grosse impression, en tout cas moi qui m'ont fait une très grosse impression dans le jeu, dans l'intensité. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient à ce niveau. On a toujours l'habitude des équipes africaines qui ont du mal. Quand tu Eux, parles pas du des, tout. quand tu parles des latéraux, Hakimi Mazraoui, on est d'accord? Ouais, bah, bien Ouais, ouais, vu, pour ouais, je dire les parle noms, ouais, ouais. Hakimi, Achraf bien sûr. Hakimi et Nessim Mazraoui. Ouais. Et moi, je kiffe cette équipe, un enthousiasme, Un j'invente enthousiasme, des je mots, crois. euh, mais un peu déçu par contre qu'elle se retrouve première de son groupe pour au final se taper l'Espagne en huitième, quoi, genre. C'est ça, parce que la J'aurais aimé FIF, l'avoir un peu plus loin, on sait pas ce que le match va donner, non. hein, mais ça va être un match difficile pour le Maroc. En Ça, tout ça cas, va très être, belle équipe. ça va être un beau match. Hein. On va faire, je sais pas, on regarde un peu les affiches comme ça. Est-ce que je me mouille? Est-ce que c'est pas la plus belle affiche, peut-être Maroc-Espagne? T'as Angleterre-Sénégal qui Oh, est pas mal aussi. Angleterre-Sénégal, ouais. Ouais, Je c'est trouve pas que mal. Angleterre-Sénégal, Angleterre-Sénégal, elle me fait bien kiffer. Un petit elle a un goût peu plus, sympa, ouais. ouais. Mm. Ok, le Maroc. Toi, Fabio, t'avais une équipe à nous parler? Bah moi, pour rebondir vraiment très rapidement sur ce qu'il a dit Yanis, c'est vrai que le Maroc, je trouve que en termes d'intensité, m'ont Ouais. vraiment surpris. Genre vraiment, et leur première place, ils la volent pas. Hein. Parce que qu'on vienne Non, pas me dire clairement. que c'est une surprise, oui, mais qu'on vienne pas me dire que c'est vraiment à l'arraché ou truc comme ça, parce que vraiment pour le coup, ils la volent pas. Première place. Mais moi, ma surprise, bah ça va être les Japonais. Hein. Les Japonais qui s'offrent des 5-6 meilleures nations européennes, l'Allemagne et l'Espagne, Et qui perdent contre le Costa Rica. et Et qui comme quoi, perdent le contre foot, le Costa Rica. Ouais. c'est Non mais une... voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi qui est beau dans le foot et dans les Coupes du Monde, c'est qu'il n'y a rien de fait, il n'y a rien de joué, que ce soit pour les plus grandes comme pour les plus petites. Ouais. En plus de ça, les Japonais, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, c'est pareil. Bon, contre l'Espagne, ils gagnent 2-1. Mais bon, je crois que si vous regardez la possession de balle, les Espagnols, ils touchent, je crois, 78 ou 80% de possession de balle. Pour peu d'occasions, je relativise quand même, pour peu d'occasions. Mais les Japonais touchent quasiment pas le ballon, ils arrachent le match. Par contre, contre les Allemands, moi j'ai vu le match, contre les Allemands, c'était beau. Sincèrement, c'était pas incroyable parce qu'on avait une équipe d'Allemagne assez faible, mais c'était pas mal. Et honnêtement, le Japon-Croatie, à 16h lundi, je trouve ça va vraiment être une belle affiche à regarder. Il faut falloir suivre ça parce que je pense que c'est pas la plus belle affiche, mais c'est peut-être l'affiche la plus équilibrée des huitièmes. Ouais, Ouais, je suis... Croatie aussi, belle équipe de Croatie, hein. Mm. Non, non, c'est clair. C'est clair. Bon, allez, on approche un peu de la fin de la vidéo. Avant qu'on fasse un petit peu nos pronos rapides des autres matchs, moi, je vais le dire en vraiment quelques mots, vraiment une équipe qui m'a surprise dans le sens où je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils proposent un jeu comme ça. J'étais un peu surpris, après, c'est peut-être moi qui me trompe. Bah, en fait, c'est la Suisse. La Suisse, je m'attendais grave pas, en fait, à ce qu'ils disputent leur match avec une telle bataille. Genre, le match contre le Brésil, je te jure tu sais, qu'ils peuvent grave le gagner, en fait. Pour remettre dans le contexte, Casemiro, il marque à la fin, t'as un but... Un peu genre, contré. il le refait 100 fois, 90 fois, ça passe pas. Franchement, ils se bataillent tout le temps, ils ont une mentalité de chien. De toute façon, quand t'as Chaka en milieu, en milieu récupérateur, c'est un peu la mentalité qu'il insuffle. Et c'est un peu un capitaine sur le terrain et tout, j'aime bien. Ils ont leur attaquant, Mbolo, qui je trouve est très efficace, il est incisif et tout. Le mec, il est en canne, ça fait plaisir. Et ouais, dans un groupe avec le Brésil, bon, un peu en leader, machin, mais même le Cameroun et la Serbie, je m'attendais pas à ce que la Suisse, du coup, surpasse deux de ces trois nations. Et justement, avec le Brésil, s'offre le ticket pour la suite. Donc non, j'étais agréablement surpris de la Suisse. À voir ce qu'ils donneront. Hein. Le huitième de la Suisse, ça sera face au Portugal. Ça sera le dernier Belle match. affiche, hein. Ouais, Belle affiche aussi. ça sera le dernier match. Ça sera lundi, je crois. Ou attendez, je dis... Non, Ouais, ça sera non, c'est mardi. mardi soir. Mardi soir, 20h, ouais. exactement.
Mardi soir. Ok les gars, bon écoutez, on approche de la fin de la vidéo et on va se finir un peu avec un pronostic global à chaque fois qu'on ressortira hein, pour nos prochaines vidéos parce que c'est bien de faire des pronostics, mais Ouais. pour les vidéos suivantes, il faut se dire voilà ce qu'il en était à chaque fois. Bon bah les gars, là on va faire du ping-pong. Hein. Le premier huitième, c'est ce soir, c'est même cet après-midi, à 16h, au moment où on tourne. C'est Pays-Bas contre États-Unis. Bah les gars, je veux pas faire un score si vous voulez, mais on va pas en faire Non, 8. pas score. On va pas en faire 16 des Équipe qui scores. passe. Équipe qui passe. Chacun votre tour, Pays-Bas. je vous écoute. Pays-Bas. Pays-Bas avec beaucoup de difficultés. Match Ouais. très fermé, Pays-Bas avec beaucoup de difficultés. Voilà, j'aime bien l'analyse avec des petits mots comme ça. Ouais, je suis d'accord. Pays-Bas aussi. Alors, tu sais quoi, on va enchaîner direct. Donc Pays-Bas, s'il passe, il rencontre le vainqueur de Argentine-Australie. Argentine-Australie, c'est ce soir même à 20h. 20h. Argentine. Ah, bon, Argentine, ça, bon. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment Sans- de débat, mais. Alors, avec de la difficulté, mais qui se procure elle-même. Ouais, voilà, je vois ce que tu veux dire. Ok, bah nickel. Ouais, je suis d'accord. Hein. Argentine, on va. Bah, je pense qu'on va clairement enchaîner. Je suis un peu en train de perdre mon tableau. Bah voilà, demain, 16h, Japon-Croatie. Donc lundi, hein, oui, c'est ça. Lundi 16h, ouais. Ouais, Japon-Croatie. Je vais dire Oh. Japon parce que je crois au Blue Lock Project. Ok, Japon. Moi, je vais dire Croatie, mais match qui va en prolongation. Ouais, moi je vais suivre Fabio, je vais dire Croatie, mais vraiment à l'expérience des mecs qui étaient en finale il y a 4 ans, tu vois, un truc comme ça. Mais vraiment pas la sécurité sociale, pas le match référence, quoi. Bah j'ai sauté la journée de dimanche, mais c'est pas grave, on va y revenir après. Donc la journée de lundi à 20h, elle se finit avec Brésil-Corée du Sud. Brésil. Bon, bah, Brésil. Brésil, hein. Du Brésil, en espérant que Neymar soit de retour. Neymar qu'on n'a pas vu depuis le premier Le match. Brésil sans Neymar, c'est Pas pareil. pas la même chose. C'est clairement pas pareil. Et ça, c'est de l'analyse football. On adore. Moi, j'ai sauté la journée de dimanche, mais du coup, on en a parlé, France-Pologne. C'est quoi du coup? Oui, Victoire on des l'a dit, Français la par un France, but ça passe, d'écart, match compliqué. Et du coup, si on bat la Pologne, on tombe contre le vainqueur de Angleterre-Sénégal, qui est peut-être la plus belle affiche de ces huitièmes de finale. Mm. Vous voyez quoi, Angleterre-Sénégal? Allez, je crois au Sénégal. Ouais, j'allais dire, j'espère que le Sénégal va faire une surprise, mais juste pour la beauté du foot. Mais, Ok. mais j'espère que les Sénégalais vont faire une surprise. Ok, intéressant. Bon, je vais quand même rester sur l'Angleterre, mais je suis d'accord que ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Le petit France-Angleterre en quart, pas mal, hein, déjà. Hein. Mm. À voir, à voir. On enchaîne avec la journée de mardi, du coup les 2 derniers matchs. Maroc-Espagne à 16h. Espagne. Victoire Désolé, espagnole, Maroc. Ouais. Espagne, ça me paraît être un trop gros morceau quand même. Ah, vous avez l'air serein. En plus, justement, on a bien complimenté. T'as dit que c'était la surprise de Maroc et tout. Vous êtes serein quand même. Hein. Ouais, mais parce que avec une Espagne qui peut prendre 80% du ballon, c'est difficile quand même. Ouais, c'est pas vrai. impossible, le Japon l'a fait, le Maroc peut le faire. Mais c'est difficile. Mais Ok. très beau match, hein, avec il y a beaucoup de Marocains en Espagne et tout, pays qui sont proches, c'est super. Ouais, c'est vrai. Ouais, Fabio, tu l'as dit, toi, tu vois Espagne aussi, ouais. Ouais, Espagne aussi, ouais. Mais pour Ouais. les mêmes arguments qu'Ennis, hein, finalement. Ouais, mais moi aussi, je vois Espagne, mais je vous avoue, pas non plus hyper sereinement. Hein. Mais après, voilà, ils font un gagnant, etc. Et du coup, le dernier, Portugal-Suisse, mardi 20h. Bon match, mine de rien. Portugal. Hein. Bah, ouais, mais vous savez quoi? Une victoire suisse ne m'étonnerait pas. Non, mais il n'y a pas de ne m'étonnerait pas. Fabio, tu Non, dis bah, qui- ok, qui bah, est-ce qui alors je passe me mouille, je me mouille, ça va être un match chaud, mais les Suisses peuvent passer. Et Mais pour non, moi, mais donc pour toi, voilà. Non, mais les ton Suisses- prono, c'est Ah, quoi je te- c'est Voilà, 60. allez. Allez, c'est 60-40. 60% pour la Suisse, 40% pour le Portugal. Ok, donc Vraiment, Suisse. Donc ça pour peut toi, jouer à la rien. Suisse. Ouais, non, mais c'est En fait, intéressant. non, je dis vraiment brièvement, mais les Portugais m'ont pas convaincu dans cette phase de poule, surtout défensivement. Et les Suisses, on voit que c'est une équipe qui s'est marquée. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai. ça met vraiment une petite victoire, même à l'arraché 1-0 ou 2-1, pas étonnant. Non, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vais quand même le dire le Portugal, mais Ah, c'est Portugal. c'est limite le match où peut-être je suis le moins serein. Mais ouais, vas-y, Portugal quand même. Bah écoutez, les gars, ça nous fait une belle vidéo. On a parlé de beaucoup de choses. Les Ouais. gars, il y a un truc de ouf qui vient de se passer. On a les infos en direct. Je viens de recevoir une notif. Gabriel Jesus est forfait pour la suite du mondial. Oh, pour la suite du mondial, d'accord. Voilà, je viens d'avoir la notif. C'est les notifs chauds où il n'y a pas du tout d'explication.
Donc, bon, bah, ça fout le seum, surtout pour un fan d'Arsenal comme moi. On va en savoir plus. Ouais. Je balance l'info comme ça. Et bon, bah, on verra la suite, hein. Bon, en tout cas, on a parlé de beaucoup de choses, les gars, c'était cool. Et les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, ça commence à 16h. Là, on l'a dit, avec Ouais. le premier Pays-Bas-États-Unis. Voilà, la Coupe du Monde ne prend pas de pause. Et on va regarder ça tous ensemble. On se refait un point, quoi, à la fin ou une autre vidéo entre-temps. Bon, on verra. Mais en On tout cas, verra. Ouais. on reparlera de cette Coupe du Monde. On va tous en profiter, on va supporter notre équipe de France et on va voir ce qu'il en est. Bah, merci à vous, les gars, pour cette vidéo, c'était super. Merci Anis, merci Fabio. Merci. Merci. Allez, on vous laisse, on vous embrasse et bonne fin de Coupe du Monde à tous. Allez, Allez, ciao. gars. Ciao, ciao, ciao.